Bonjour, bonsoir et bienvenue sur cet épisode du podcast 1001 ambitions. Le podcast qui met en lumière les 1001 projets qui naissent chaque jour autour de nous et qui méritent chacun leur petit coup de pouce. Je m'appelle Maëlle et je serai votre hôte, étudiante en communication et constamment à la recherche de nouveaux projets à mettre en avant. Je vais aujourd'hui vous présenter l'un d'eux. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note et un commentaire pour lui donner à lui aussi son petit coup de pouce. Je vous remercie d'avance et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Donc aujourd'hui, j'accueille Aurore, la créatrice de Deux Fils en Pampille. Deux Fils en Pampille, qu'est-ce que c'est ? C'est une boutique de bijoux qui sont faits à la main donc par Aurore à Nantes et qui sont complètement made in Loire-Atlantique. Composés de pierres semi-précieuses ou encore de perles, c'est des produits uniques ou en édition limitée. Donc Deux Fils en Pampille, c'est pour moi des bijoux qui sont à la fois sophistiqués mais aussi bons pour notre planète parce qu'ils font travailler des producteurs locaux. Mais pour le moment, j'aimerais vous faire découvrir un peu plus qui est Aurore. Donc, est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter aux personnes qui nous écoutent ? Oui, avec plaisir. Je suis Aurore, j'ai 30 ans. J'ai lancé le Deux Fils en Pampille il y a maintenant presque 2 ans, ça va faire 2 ans en janvier. Suite à un déménagement, j'ai suivi mon conjoint dans une mutation professionnelle. Je travaillais dans la com, ce qui ne me plaisait pas particulièrement, il faut bien dire ce qui est. Et donc, je me suis dit, sans retrouver de travail, je vais créer mon propre emploi. Et j'ai lancé du coup Deux Fils en Pampille à la suite de tout ça. C'était aussi un moyen d'avoir une bonne occupation, parce que le chômage n'est jamais très simple à vivre. C'est clair. Et puis, c'était quelque chose qui m'avait toujours tenu à cœur, de pouvoir lancer quelque chose à partir d'une passion, parce que c'est parti d'une passion. Et c'est parti comme ça. Un soir, je me suis dit, lance-toi. Qu'est-ce que tu as à perdre à part du temps ? Donc, je me suis lancée. J'ai lancé Deux Fils en Pampille. Et aujourd'hui, je suis très, très contente de l'avoir fait. Bon, tu vas un peu vite pour moi, mais qu'est-ce que tu as fait comme études avant tout ça ? Plein de choses. Ouais. J'ai fait plein de choses. J'ai commencé mes études en histoire. Okay. J'ai continué en journalisme et en communication. Et en fait, j'ai bifurqué après sur le photoreportage parce que j'adore la photo. Je me suis lancée là-dedans et en fait, j'ai terminé, comme beaucoup de gens, par un master en information communication, spécialité journalisme. Et donc, j'ai des études assez longues qui ont duré une dizaine d'années. Et je suis arrivée sur le marché du travail juste après, sans vraiment trop savoir réellement ce que je voulais faire. Ouais. Et ça t'a pas forcément plu du coup Les études, si, c'était hyper intéressant. Les rencontres qu'on fait en études, je trouve toujours ça chouette. Hein. Mais c'est plus le après qui m'a pas déstabilisée, mais pas forcément plu non plus. On est un peu vite jeté dans le grand bain, on nous explique pas comment ça va fonctionner. Et je trouve qu'on n'est pas assez aiguillé dans nos choix d'études non plus à l'heure actuelle. Et finalement, en me lançant là-dedans, oui, c'était quelque chose qui me plaisait dans le fond, mais j'y trouvais pas non plus un réel épanouissement. Épanouissement. Donc bon, j'ai continué à vivoter là-dedans, mais ça s'est vite arrêté. Ouais, sans grand engouement. C'est ça. Et donc, ta passion pour les bijoux, ça te vient d'où ? Ça remonte à loin. D'aussi loin que je crois, je puisse me souvenir, j'ai toujours fait des bijoux plus ou moins réussis. Il faut un début à tout. C'est ça, hein, j'ai commencé avec un fil et des perles en bois. Je devais pas avoir plus de 6 ou 7 ans, je pense. Donc, c'était pas non plus du bijou sophistiqué. Mais je me suis lancée là-dedans. Et puis, en fait, j'ai continué. Et j'ai une maman qui est très manuelle. D'accord. Qui fait énormément de choses. Alors, elle, plus en couture. Aujourd'hui... elle a passé un CAP pâtissier et elle fait des gâteaux. Donc, comme quoi, les études ne s'arrêtent jamais. Hein. C'est clair. Mais voilà, quelqu'un de très manuel et qui nous a toujours poussé, avec mes frères et sœurs, à faire en fait, des choses, à
voilà, créer, à se lancer, à tester, à essayer, à voir que voilà, ça fonctionne pas forcément. Et donc je faisais pas mal de choses avec des perles de rocaille, je montais pas mal de trucs. Après, pendant mes études, je faisais plein de bijoux pour les copines. Enfin, voilà, c'était, après, il y a eu les mariages des uns et des autres, donc on en faisait pour les mariages. Et puis ça vient de là, quoi. Ok. Voilà, j'ai pas un attrait particulier pour la couture, même si je commence à me lancer dedans. Oui, j'ai vu ça. Merci le Covid. Mais voilà, c'est vraiment parti de là, d'une maman qui fait tout de ses 10 doigts et qui nous a toujours dit de faire, quoi. Si on avait envie de faire, il faut faire. Et aujourd'hui, c'est ton activité principale ou tu fais quelque chose à côté du coup? Non, j'aimerais bien que ce soit mon activité principale. J'aimerais beaucoup faire que ça. Mais je travaille du coup à côté. J'ai un temps partiel que j'ai pris depuis le mois de juillet. Okay. Puisqu'avant, j'avais les aides à la création d'entreprise, donc c'était plus simple d'avoir une stabilité financière. Oui, bien sûr. Sauf que le Covid étant passé par là, ça a compliqué un peu les choses. Et il fallait pour moi que je trouve un moyen d'avoir un filet de sécurité supplémentaire en me disant, si j'ai pas les marchés, si j'ai pas les événements, si j'ai pas les salons, il faut que je trouve une porte de sortie et que je puisse continuer de vivre justement de mon expérience professionnelle et créatrice sereinement. Le but, c'était pas de se mettre une pression monstre. Faut que ça reste. C'est parti d'une passion. Faut que ça reste une passion. C'est clair. C'est une bonne base déjà. Oui. Et avant de te lancer, tu avais fait des formations pour créer des bijoux ou en lithothérapie ou ce genre de choses ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. L'attrait pour les pierres vient de mon papa, qui aime beaucoup ça, qui nous en a toujours parlé. Et donc, je m'y suis toujours plus ou moins intéressée. Après, on grandit, on devient ado, on fait des études, donc il y a des choses qu'on zappe un peu, on se dit oui, bon, non. Et puis quand on devient adulte, on a des choses qui reviennent, et les pierres sont revenues justement. Mais j'ai pas du tout de formation. C'est autodidacte pur et dur. Et quand je vois ce que je faisais comme bijoux il y a 1 an et demi et ce que je fais maintenant, et ouais, il y a une grosse différence. Comme quoi, on apprend toujours normal, en pratiquant, c'est ça. Mais pas de formation particulière, non. Ok. Et même aujourd'hui, ça te dirait peut-être d'en faire pour te... Oui. Aujourd'hui, c'est dans les tuyaux. Quand ça se fera, je ne sais pas trop exactement, mais dans l'idée, ce serait vraiment d'avoir une vraie formation de bijouterie, joaillerie, et de pouvoir justement créer un bijou de A à Z, c'est-à-dire partir d'une plaque métallique et d'en faire vraiment un vrai bijou, quoi. Bah, très très beau projet. C'est pas mal. On va essayer de le concrétiser maintenant. Bon, il n'y a pas de raison. Et d'où vient le nom de Fil en Pampi? Alors, c'est une histoire assez drôle. Ouais. J'avais en fait... je cherchais des noms et on a fait avec mon conjoint un espèce de brainstorming. Et finalement, il en est sorti un nom. Et quand j'ai voulu vérifier que ce nom n'était pas déjà pris, il s'est trouvé que... pas très loin de Nantes, il y avait une créatrice qui avait un nom à peu près similaire à ce qu'on avait trouvé. Donc, désespoir total, parce que forcément, quand on passe je ne sais pas combien de temps à chercher un nom et qu'on voit que c'est déjà pris, on est un peu déçu. C'est clair. Et puis, en fait, j'ai dit une phrase avec 2 fils en aiguille dedans. Et mon conjoint me dit, pourquoi tu ne l'appelles pas 2 fils en Pampi? Et c'est parti de là. Ok. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Et je me suis dit, bah ouais, go, on verra bien. De toute façon, c'est comme ça qu'arrivent les petites idées. C'est ça. Il me dit, il y a du fil, il y a des pampis, de fil en pampi. Oui, c'est plutôt logique. C'est clair. Et aujourd'hui, si tu devais nous présenter le projet dans sa globalité, tu le présenterais comment pour que nos auditeurs voient vraiment sur ce que moi je vois par de fil en pampi. Alors l'idée, c'est vraiment de proposer un bijou fantaisie éthique et durable. L'idée, c'est vraiment ça. 90% des fournisseurs sur tout ce qui est base métallique sont basés en France. On a 10%, les 10% restants sont européens, donc il n'y a pas de made in China. Le but, c'est pas d'aller chercher à Pétaouchnok des choses qui finalement se trouvent à côté de chez nous. Ça permet aussi de vérifier la qualité, on va pas se mentir, quand ça arrive dans la boîte aux lettres, on sait à peu près à qui après on peut avoir affaire si jamais ça nous plaît pas. Bien sûr. Ce qui n'est pas le cas du Made in China. Il y a des normes qui aussi sont plus strictes et qui encadrent un peu plus les métaux, donc plus safe et pour l'environnement et pour le client. Et sur tout ce qui est partie pierre,
On est pareil sur des collaborations, donc j'ai 3 gros fournisseurs qui sont basés en France aussi et qui travaillent exclusivement avec ce que l'on appelle des mines raisonnées. Et donc c'est des mines qui font attention à leur impact environnemental, donc qui font attention à l'eau qu'elles utilisent, à la façon dont les pierres sont extraites, dont elles sont traitées. Et finalement, on a quelque chose qui ressemble à un bijou auquel on ajoute nos valeurs personnelles, c'est-à-dire proposer aujourd'hui quelque chose qui soit chouette, qui soit durable. Le but, c'est que ça dure quand même le plus longtemps possible. Bien sûr. Mais qui soit aussi et made in France et respectueux de l'environnement. Je pense qu'on essaye tous à notre échelle de faire attention à notre consommation et notre façon de voir et de gérer notre planète, quoi. Donc, je pense que la création peut en faire partie très largement. Tout à fait. Et quel type de pièces tu fais aujourd'hui, du coup ? Il y a de tout. Il y a de tout, collier, bracelet, bague, boucle d'oreille. J'ai un gros faible pour les boucles d'oreilles parce que c'est le bijou que je change tous les jours. Je change très peu de colliers, très peu de bracelets. Les bagues, j'en parle même pas. Je crois qu'elles n'ont jamais bougé. J'ai toujours les mêmes depuis un bon moment. Je crois qu'on est beaucoup à faire ça. C'est ça, en fait, le but, c'est de pas... Enfin, moi, je sais que je les enlève pas. Je dis à mes clientes à chaque fois, pensez à enlever vos bijoux, surtout, ça les use moins. Je suis très mauvais professeur parce que je n'enlève jamais les miens. À part les boucles d'oreilles, je n'enlève jamais les miens. Mais voilà, il y a un peu de tout. Ça varie aussi en fonction des envies, des saisons, des élans de création. Voilà. Je me mets pas de barrière, je laisse libre cours à mon imagination et je vois en fonction de la demande aussi. Bien sûr. Si j'ai plus de demandes sur des colliers, je vais plus me pencher sur ces pièces-là. À l'inverse, si je vois que j'ai pas de demande particulière, je me fais plaisir. Le but, c'est de se faire plaisir. C'est le principal, surtout quand ça part d'une passion à la base. C'est ça. Et du coup, donc tu fais des pièces uniques et aussi des collections, c'est ça ? C'est ça. Il y a 2 collections. Une printemps-été et une automne-hiver. Et voilà, les pièces uniques, c'est ce qui me permet de pas me freiner justement dans la création. J'ai pas envie de me mettre de barrière, comme je disais. Donc le but, c'est que si un matin je me lève en me disant mais oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, mais je pourrais faire ça en plus, je file à l'atelier, je mets en place. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on laisse tomber. Mais ça m'arrive assez régulièrement de prendre mon café le matin et me dire je vais faire ça. Je vais essayer d'aller faire ça. Donc le café reste en plan, je pars travailler et puis finalement, voilà, ça naît des fois d'une idée toute bête ou de quelque chose qu'on a vu passer et je ne veux pas me fixer de barrières, je ne veux pas me fixer de limites. Le but, c'est de faire ce qu'on a envie et je crois que plus on fait ce qu'on a envie, mieux on le transmet. En tout cas, ça se sent. Tant mieux. Et donc, tu as un atelier du coup ? Oui, enfin, quand je dis atelier, j'ai l'atelier, l'établi à la maison. D'accord. J'ai eu la chance d'avoir en cadeau pour mes 30 ans l'année dernière un très bel établi de bijoutier. Donc je travaille vraiment de chez moi. J'aimerais bien dans l'idée avoir un vrai atelier boutique. Voilà. Mais pour l'instant, les moyens ne sont pas non plus au beau fixe. Et puis travailler de chez soi, ça a du bon aussi parce que ça permet de gérer son temps comme on en a envie. Peut-être on serait plus dépendant, je pense, d'un atelier boutique par rapport aux horaires. Tout à fait. Et je suppose que tu vas me dire non, mais est-ce que tu pourrais nous donner une journée type un peu de quand tu travailles pour De Fil en Pampille ou ça va être compliqué ? Journée type. Alors, est-ce que c'est vraiment une journée type ? Je sais pas. Dans l'idée, je me lève, je suis un peu comme les mamies, je me couche très tôt et je me lève très tôt. Mais en fait, j'aime bien, je trouve que le processus de création prend une toute autre tournure avec le début de la journée. Donc, en général, je me lève de bonne heure, donc ça varie entre 6 et 8 heures si vraiment je suis fatiguée. Mais je prends mon temps, c'est-à-dire que j'aime bien me lever tranquille, prendre mon café, démarrer ma journée. J'évite de regarder mes mails dès le matin. En général, ça pourrit une journée. Donc, je regarde pas les mails, mais voilà, je regarde un petit peu les réseaux sociaux, ce qui se fait, ce qui passe, les tendances du moment aussi. J'ai une petite déformation professionnelle avec mes études, mais comme j'ai fait du journalisme, je potasse un peu la presse du jour.
Et puis je me mets à travailler tranquillement, soit sur la comptabilité parce qu'il faut bien la faire, soit je fais tout de suite un peu de création. Ouais. Je coupe en général vers 11h, 11h30. Là, je prends le temps de me poser aussi un peu parce que mine de rien, on fait travailler les méninges et ça fatigue aussi. Ah, c'est clair. On n'imagine pas, mais ça fatigue. Et à partir de ce moment-là, je prends une petite pause, je check mes mails, je regarde ce qu'il y a à faire, je m'occupe de tout l'administratif, relancer les fournisseurs s'il y a besoin, refaire les relances clients aussi, parce qu'il faut bien les faire. C'est jamais agréable, mais il faut les faire. C'est clair. Et voilà, c'est assez rythmé par les envies finalement et ce qu'on a envie de faire. En général, je travaille très tôt le matin et plus dans la soirée aussi. C'est-à-dire que, je sais pas pourquoi, j'adore travailler à partir de 17h30, 18h. Et encore plus l'hiver, quand il fait nuit, où je me dis oh, il est super tard, alors qu'en fait, pas du tout. C'est clair. Mais j'aime bien, je sais pas pourquoi. Je suis pareil, je sais pas pourquoi on a cet élan d'inspiration à arriver à une certaine heure, ce qui n'a aucun sens parce qu'on a le temps toute la journée. C'est ça. Mais il y a ce petit moment là où il y a un coup de boost qui est improbable. Je sais pas pourquoi. Notre petit fort intérieur se dit allez go, va travailler. C'est ça. Bon, bah, allons-y. T'as parlé de tes collaborateurs un petit peu, enfin fournisseurs plutôt. Comment tu les as trouvés, contactés? Ça a été des heures, des jours et des mois de recherche. Il y en a, ça a été compliqué parce qu'en plus ils n'ont pas de site internet, donc faut les trouver. Faut les démarcher et c'est en général des gens qui sont assez, s'ils n'ont pas de site internet, qui sont assez rédhibitoires à tout ce qui est informatique justement. Donc les mails et tout ça, ils y répondent 20 ans après. Il y en a 2, je les ai trouvés vraiment par hasard en me promenant. Je devais aller voir des fournisseurs et en fait un peu dans les mêmes zones d'activité, je me suis baladée en me disant tiens je vais aller voir comme je sais à peu près dans quel quartier c'est et tout. Et il y en a un, c'était un boui-boui en plus. La première fois que j'ai vu l'affiche, j'étais là, non je vais pas rentrer là-dedans, je pense que je vais jamais en ressortir. En fait je suis ressortie avec un fournisseur en or en plus, donc c'est beaucoup de recherche et il y a beaucoup de créateurs qui se lancent et qui ne le comprennent pas, ça, malheureusement. Donc, on a souvent des messages en disant bah voilà, j'ai vu que tu faisais, ou tu travaillais avec telle chose, est-ce que tu pourrais me dire où tu l'as trouvé ? Bah non, c'est pas, en plus, c'est pas qu'on veut pas. Des fois, je me dis bah oui, de toute façon, on fait pas les mêmes choses foncièrement, donc ça pourrait aider quelqu'un, sauf que bah, le problème, c'est que c'est égoïste, mais c'est des heures de recherche. Bien sûr. On épluche Internet, on épluche les sites partenaires, parce qu'ils ont souvent... en général, on arrive à trouver 2-3 adresses comme ça. Mais c'est... et puis c'est aussi donner le contact de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Oui, c'est ça. Mine de rien, je suppose en tout cas que la relation que tu as pu construire avec ces fournisseurs-là... c'est des gens en qui, maintenant, tu as confiance et ils ont aussi confiance en toi par rapport aux produits que tu peux faire. Bah oui, donc, je pense. Donner ce contact-là à quelqu'un que tu connais pas forcément, ça peut aussi... C'est ça. Et puis, on va pas se mentir, le monde de l'artisanat, c'est aussi un petit panier de crabes, mine de rien. On arrive, des fois, on veut être gentil, on veut bien faire, on donne une adresse et puis finalement, on se retrouve avec du plagiat, quoi. Ouais. Donc c'est pas cool. C'est aussi pour ça que j'ai déposé la marque de fil en pampi, ça protège un minimum. Mais oui, j'aime bien en plus. Je me dis c'est même plus des fournisseurs aujourd'hui, je les appelle vraiment des partenaires parce que finalement on travaille en collaboration et plus on crée cette relation de confiance avec eux, plus ils nous la rendent. Et aujourd'hui, ça m'arrive d'avoir des coups de fil à 8h du matin en disant « Hey, au fait, j'ai reçu un truc, une pépite, je suis sûre que tu vas adorer. Écoute, je t'envoie un échantillon, tu me dis si ça te plaît. Et puis si ça te plaît, bah, tu passes ta commande quand tu veux. » C'est génial, quoi. Ouais, c'est clair. J'ai même pu aller chercher les infos, on me les envoie. En fait, j'avais deviné en disant collaborateur au début. Oui, c'est ça. C'est vraiment des collaborateurs, des partenaires. Et ça fait vivre la marque complètement autrement parce que finalement, il y a cette relation de confiance qu'il faut chérir absolument. Quoi. Bien sûr. Et tu les retravailles, toi, les pierres, ou tu les reçois déjà, entre guillemets, prêtes à être... Alors, non, je les reçois prêtes parce que, comme je travaille de chez moi et que pour l'instant, on est locataire, on a des propriétaires qui sont jamais très fans d'avoir du gros outillage chez soi. Et puis, j'ai pas le savoir-faire, honnêtement. Je vais pas aller me lancer là-dedans. Je me dis, il y a des gens qui le font très bien, tant mieux.
Mais c'est vrai que par contre, ça m'arrive d'avoir un catalogue, enfin de recevoir de ces partenaires un catalogue avec les pierres brutes. Okay. Et par contre, ils me disent, bah voilà, celle-ci, on peut la tailler de telle façon, celle-ci, on peut en faire ça. Et donc, c'est eux, des fois, qui gèrent le truc comme ils ont envie. Je dis, bah voilà, moi, dans l'idée, en voyant cette pierre-là, j'ai telle idée qui me vient. Débrouille-toi comme tu veux. Il faut que ça rentre dedans, quoi. Ok. Voilà, le perçage, la forme, le polissage, ce que tu veux, tu gères. Mais il faut que ça rentre dans mon idée. Ok. C'est tout. Et comment tu choisis tes pierres? C'est en fonction de l'esthétique qu'ils vont avoir ou... J'ai vu aussi que tu avais fait quelques petites fiches sur les vertus de certaines pierres. Oui. Comment est-ce que toi, tu les choisis? Au coup de cœur, principalement. Okay. En fait, je pars du principe que si coup de cœur il y a, je pourrais forcément la retravailler à un moment donné. Même si c'est pas tout de suite, ça m'arrive. Là, j'ai travaillé avec des pierres que j'avais commandées il y a 1 an. Finalement, j'ai pas touché parce que l'inspiration venait pas. Et un jour, à 18h, justement, au lieu d'aller prendre l'apéro, mon cerveau s'est dit « mais en fait, tu peux en faire ça !» Et ça vient comme ça. Mais ça vient vraiment au coup de cœur. C'est-à-dire que s'il y a vraiment une envie ou un attrait pour une pierre, on en sortira forcément quelque chose à un moment donné. Donc ça part de ça. Et les vertus, alors moi je crois beaucoup à l'énergie des pierres. Je suis persuadée qu'elles nous apportent énormément. Et en fait j'ai des clientes qui s'y intéressaient pas du tout. D'accord. Et qui m'ont dit un jour, mais cette pierre-là, elle sert à quoi concrètement? Et en fait je me suis dit, oui, il faut que j'apporte en plus de ça la valeur ajoutée et me dire que je leur vends et un bijou parce qu'elles se font plaisir et aussi quelque chose pour le bien-être. Ok. Voilà. Trop bien. Et du coup, j'ai vu que tu faisais aussi des créations personnalisées. Comment ça se passe? On peut juste te contacter et faire une réalisation avec toi? Oui, tout fonctionne par demande. Il ne faut pas hésiter. Il y en a beaucoup qui disent « Oui, mais j'osais pas, j'avais peur de t'embêter. » Non, moi j'adore. C'est sur ces créations-là que je m'éclate le plus. Si je vois que c'est pas réalisable, je cherche pas, je ne le fais pas. Si je vois que c'est réalisable, je ne m'impose pas de limite de temps non plus parce que des fois c'est juste changer le coloris d'une pierre parce que finalement la personne se dit non, je veux pas du grenat, je veux de l'onyx et je vais pas moi commander quelque chose juste pour ça quoi. Quand c'est des petites commandes, je prends pas la peine de moi perdre de l'argent non plus. C'est pas le but. C'est ça, c'est pas le but. Je pense qu'on est tous un peu sur les économies de bout de chandelle à droite à gauche. Donc je ne me fixe pas de limite de temps. En général, je dis que c'est sous 1 mois quand même parce que mine de rien, tous les mois, je repasse des commandes. Oui, bien sûr. Mais voilà, c'est vraiment à l'envie. Des fois, j'ai des clientes, alors je les appelle les pampillettes. Mais j'ai des pampillettes qui me disent bah moi j'aimais bien tel produit mais finalement je porte pas du tout de... J'adore ce collier mais je porte pas de collier, je préfère un bracelet. Bah on voit comment on peut le travailler. Je fais des planches, je leur envoie le modèle en disant voilà, j'ai pensé à ça, ça, ça et ça. Est-ce qu'on part là-dessus ou est-ce qu'on abandonne? Et en fonction de la réponse, on fait quoi. Ok. Voilà. Et alors question un peu plus terre à terre, mais est-ce que du coup ça impose un changement de tarif? Le fait d'avoir ce côté personnalisé, etc. ou pas? Pas nécessairement. Ouais, ok. Si c'est vraiment juste du changement de couleur, non. Il n'y a pas de surcoût. Parce que en général, ça me permet moi de repasser aussi ma commande peut-être un petit peu plus rapidement. Mais dans l'idée, non, il n'y a pas de surcoût. Il y aura un surcoût si vraiment c'est de la création pure et dure, du début à la fin. Ouais. Quelqu'un qui me dit, je veux un bijou vert. Oui, d'accord, ok, on part sur un bijou vert, mais il y a tout le processus de création qui est hyper long. Bien sûr. On ne trouve pas forcément une idée de bijou comme ça. En général, il faut en plus aller creuser en se disant est-ce que vous aimez les bijoux fins? Est-ce que vous aimez quelque chose de très voyant? Est-ce que vous voulez que ce soit gros? Est-ce que vous voulez que ce soit lourd? Est-ce que vous voulez que ce soit léger? Et plus on va creuser, plus on perd de temps finalement sur la création. Donc finalement, là, il y a un surcoût puisque j'inclus dans ce prix-là tout le travail qui est avant ce qui est normal. Et qui est du travail. Il y en a beaucoup qui disent mais en fait tu travailles pas. Ah bah si, hein, il y a des fois on se fait quelques cheveux blancs quand même. C'est clair, j'en doute pas une seule seconde. Et tu trouves les inspirations pour créer de nouvelles pièces comment? C'est des petites en cherchant, en regardant ou toi toute seule? Alors il y en a, ça vient comme ça. Et puis il y en a, ça vient comme ça et c'est pas du tout réalisable en plus. Donc voilà, c'est assez expérimental quoi.
Mais non, ça vient de tout. Mhm. La première source d'inspiration, je pense que c'est la littérature. Je lis beaucoup et en fait, on imagine beaucoup de choses. Et dans l'imaginaire, justement, qui fait partie du processus de création, on se dit, voilà, quand on imagine un personnage, on imagine comment il va être habillé, comment il va être coiffé, ce qu'il va porter comme bijoux. Et j'aime bien utiliser justement cette source d'inspiration-là. C'est encore mieux quand les livres sont adaptés en film ou en série, parce que dans ces cas-là, on se rend compte de pas mal de choses aussi. Bien sûr. Et ça permet de trouver un peu la source d'inspiration. Grosso modo, ça vient vraiment de là. Après, il y a plein de choses, les réseaux sociaux, le travail des autres, on va pas se mentir, mais c'est clair. Comme toute création, c'est étonnant la littérature. littérature. J'aurais pas du tout pensé en source d'inspiration pour faire des bijoux, en fait. C'est mon deuxième hobby, on va dire, la lecture. Donc, c'est une grosse source d'inspiration. Et puis, même mon deuxième emploi, finalement, pouvoir voir du monde, échanger, travailler avec du monde et voir... donc je travaille dans la relation client. Donc, finalement, ça brasse énormément de monde. Et ça permet de... C'est un peu un livre, mais physique. Donc, on voit, en fait, les gens et au caractère, à la façon dont ils se comportent avec les autres. Il y a aussi toute cette... toute cette source-là qui rentre dans le processus. Donc, le monde autour de soi fait beaucoup. Ok. Et pour le moment, on a surtout parlé de bijoux féminins. Tu fais aussi des pièces pour hommes ? Très peu. Très, très peu. J'ai travaillé sur des bijoux hommes à la commande, justement, vraiment des choses qu'on m'avait demandées en externe. Et j'avais lancé des bracelets hommes cet été. Après, c'est vrai que je suis pas très calée en bijoux masculins. Voilà. Des fois, je me dis oui, il faudrait, parce que ça me ferme aussi une clientèle qui pourrait être très intéressante et avec qui on peut travailler des choses vraiment sympas. Surtout qu'en général, c'est les conjointes qui achètent. Donc, il faudrait que je me penche un peu plus dessus, mais c'est vrai que c'est pas ce qui m'inspire le plus. Ouais, et puis depuis le départ, tu nous parles de passion pour faire tes bijoux. Donc, si ça t'inspire pas non plus, ça doit être difficile d'avoir les inspirations, les idées pour... Oui, c'est ça. Ça vient pas forcément tout de suite. Les bracelets étaient venus quasi tout de suite, donc je les ai faits quand j'y ai pensé. Après, c'est tout bête, c'était du macramé et quelques pierres. Donc, enfin, en soi, moi, je trouve ça tout bête. Mais ça l'est peut-être pas pour tout bête, le monde. Tout est relatif, mais... Mais après, c'est vrai que j'ai pas refait derrière de choses. J'en fais pas mal pour mon conjoint et des fois, je me dis, faudrait peut-être que je fasse aussi. Mais il y a des gens qui font ça très bien et je préfère faire travailler les gens qui font ça très bien plutôt que de moi peut-être perdre du temps, de l'énergie à me dire qu'au final, c'est pas ce qui me plaît, quoi. Ouais, ou trouver l'idée qui ferait qu'il y a cette valeur ajoutée qui fait que le produit est entre guillemets assez qui sort assez de l'ordinaire pour être mis en valeur. Complètement. Et donc tu fais tout de A à Z toute seule aujourd'hui ? Alors, tout de A à Z, c'est peut-être beaucoup dire. Enfin oui, je travaille vraiment complètement toute seule. Donc, de la création à la publication, à la vente, je fais tout toute seule. C'est ce que j'entendais par de A à Z. Bon, voilà. Du coup, oui, je fais tout toute seule. Je pensais plus justement aux apprêts, aux chaînes et tout ça. Comme je ne soude pas et que je fonds pas bien sûr. et que je ne fais pas de brasure, je ne fais pas ça, moi, de mon côté, à l'atelier. Je le fais faire et puis j'achète chez des fournisseurs en gros, enfin chez des grossistes. Mais sinon, je fais tout toute seule, quoi. Donc, il y a des fois, c'est lourd. Ouais, ça doit prendre un sacré paquet de temps, Ça quand même. prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et il y a ce paradoxe des réseaux sociaux qu'on a tous, je pense, dans la création, même dans tout, dans l'entrepreneuriat en général, de se dire que tout est basé sur des chiffres et un algorithme. Quand on sort quelque chose qu'on est hyper fier et qu'on a 3 personnes qui like, 3 c'est vraiment minime, mais quand on a une poignée de petites personnes qui like, c'est frustrant, c'est démoralisant et il faut se dire c'est pas grave, garde ton cap de toute façon. S'ils n'ont pas aimé, tu trouveras, c'est peut-être pas ta cible, donc recommence, fais autre chose, tente autre chose. Et puis s'ils aiment vraiment pas, écoute, toi tu t'es éclaté à le faire, c'est le principal, quoi. C'est clair. Je pars de ce principe-là, mais il y a des fois... je me jette dans mon canapé sous un plaid en me disant je suis nulle. Et en fait, ça dure 10 minutes. Après, je me dis non. Ouais, bien sûr. Pas du tout. Et donc, tu gères aussi tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Oui, absolument tout. La photo, la communication, tout. Et
t'arrives à trouver le bon équilibre pour pas que ce soit trop, je veux dire, en termes de temps, en termes d'organisation, avec du coup t'as un travail à côté. La reprise du boulot a été compliquée. Honnêtement, les 2 premiers mois, je dois avouer que j'ai délaissé complètement ne serait-ce que les réseaux sociaux. Bien sûr. Parce que justement, j'arrivais pas à trouver l'équilibre. Mhm. Là, aujourd'hui, je crois que je l'ai trouvé. Enfin, je suis plutôt contente, en tout cas, du rendu. Et puis, les réseaux sociaux ou la communication, ça doit être comme la passion. C'est-à-dire que ça sert à rien de s'imposer des choses si on n'a pas envie de les faire. C'est compliqué parce qu'on en subit aussi les conséquences derrière. Hein. Ça reste un algorithme informatique et on peut prendre cher d'un côté, mais si t'as pas envie de le faire, ne le fais pas. C'est quelque chose que j'applique au quotidien, et comme avec les gens, en fait, des fois on fait semblant sur beaucoup de choses et ça vaut pas le coup parce que ça nous bouffe de l'énergie et finalement on va pas être content du rendu. Donc c'est surtout de l'énergie qu'on peut mettre ailleurs pour faire des choses qui exactement, nous plaisent plus. c'est ça. Mais c'est quelque chose que je trouve qu'on retrouve beaucoup dans ton feed Instagram notamment, parce que c'est ce que je m'étais noté. Tu as une ligne éditoriale sur tes réseaux sociaux qui est très diversifiée. Ça va donc des petites explications sur les vertus des pierres, à des photos très esthétiques des bijoux, à la petite citation d'humour. Mais non, c'est bien parce qu'on sent que... Enfin, on se sent proche sur tes réseaux en tout cas. Enfin, en tout cas sur Instagram, parce que c'est celui que j'ai le plus regardé. Ouais, c'est celui que j'utilise le plus. mais c'est agréable parce qu'on a l'impression que y a vraiment quelqu'un derrière qui fait quelque chose qui lui correspond encore plus. Quand on se rencontre, on le ressent encore plus, mais c'est surtout très intuitif en fait. Ah bah super. Je suis très contente d'avoir un retour sur le feed Insta parce qu'on l'a pas toujours, et des fois je me dis est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Bien sûr. Et puis c'est difficile en plus parce que des fois, comme tu dis, on se retrouve à travailler beaucoup sur quelque chose qui finalement ne marche pas du tout. Et à l'inverse, on fait un petit truc à l'arrache et il explose et on comprend pas vraiment pourquoi. Ah ouais, ça c'est un mystère. Et des fois je me dis ok, d'accord, très bien. Bon bah c'est parti, on va faire ça alors. Et les petites citations justement. Ça marche, ça plaît bien parce que j'ai des amis qui m'ont dit en fait c'est toi, enfin, bien sûr. C'est typiquement le genre de bêtises en plus que tu dirais au quotidien. Bon, quand on me l'a dit, je sais pas trop comment prendre la chose, mais je me suis dit ok, et en fait si ça sert à rien d'être quelqu'un d'autre pour être quelqu'un d'autre. Bien sûr. Ça va ressortir à un moment donné et ça va se sentir, donc free quoi, enfin faut faire son truc comme on a envie de le faire, c'est tout, clair. Basta. Et du coup t'as donc Instagram comme vous en parlez, t'as d'autres réseaux sociaux à côté ou pas du tout? Si, alors j'ai Facebook, mais alors je suis très très mauvaise élève sur Facebook. J'ai une petite sœur qui a quand même 19 ans. Pas si petite. C'est ça, pas si petite, mais ça reste ma petite sœur. Bien sûr. Et elle regardait beaucoup TikTok. Okay. Un truc, pour moi, TikTok, le néant total. J'étais, mais c'est quoi ce machin? Et un jour, je suis allée dessus et en fait, on perd un temps phénoménal. Ah oui, mais c'est un trou noir. Ah oui, c'est ça. Il y a des moments. Tu ne sors plus. C'est ça. Je me dis, oh mon Dieu, ça fait déjà une demi-heure que je suis là-dessus. Bon, on va faire autre chose. Et mais du coup, je me suis lancée là-dessus pour le fun. C'est vraiment pour le fun. Au début, je publiais même pas mes vidéos en contenu public. Je mettais en privé, juste pour pouvoir avoir le feed que je puisse publier sur Instagram, parce qu'il y a des moments où on a la musique, il y a des fois on n'a pas la musique. Enfin, les comptes Instagram sont assez surprenants. Et donc je me suis lancée là-dessus pour avoir mes vidéos. Et finalement, en fait, j'aime beaucoup les retours que je peux avoir dessus. Il y en a qui trouvent ça très drôle. Il y a aussi beaucoup de critiques, mais pour moi, ça reste... mais je pense que c'est aussi le public qui va avec ce type de plateforme. Oui. Est très jeune et aussi qui n'a pas forcément envie de voir un certain type de contenu et qui, du coup, se lâche sans aucune raison. Oui, c'est ça. Enfin, comme sur tout réseau, d'ailleurs. C'est clair. Donc, c'est pour ça. Quand c'est constructif, je prends avec grand plaisir. Quand c'est purement inutile, en fait, je m'en fiche, mais alors complètement. Et donc... pour acheter tes produits, c'est via Instagram et via Etsy, c'est ça? C'est ça. Pour l'instant, via Etsy. Normalement, je dis bien normalement, le site sera en ligne en début d'année. Il a pris un peu de retard parce qu'au début, je le faisais toute seule et je ne suis pas du tout web designer. Donc ça me prenait un temps phénoménal. Je m'énervais pour rien parce que je n'arrivais pas à mettre la case au bon endroit ou la bonne police à tel endroit. Et donc, j'ai fait faire ça...
par quelqu'un, sauf que voilà, le Covid étant là aussi, il y a du retard sur les projets. Donc c'est pareil, je me dis toujours que ce qui doit être fait est fait en temps et en heure, ce qui ne devait pas se faire ne se fait pas. Donc je reste patiente, même si là on arrive sur la période de Noël notamment, et j'aimerais beaucoup qu'il soit sorti, mais je procède autrement, c'est pas grave, il y a d'autres moyens bien sûr. De faire, quoi. Nickel. Et du coup, tu nous as parlé des événements aussi sur lesquels tu étais souvent présente. Oui. Notamment, moi j'ai noté donc le marché de Noël de Nantes. J'ai noté le marché des créateurs, et je crois que ce week-end, donc pas pour les personnes qui nous écoutent, mais pour nous là actuellement pendant le tournage, tu participes aux incontournables, c'est ça ? Exactement, oui. Les incontournables, j'ai fait ma première édition au mois de septembre, donc ça devait être mai dernier si je dis pas de bêtises. Ça s'est pas fait avec le Covid et ça a été reporté en septembre. Et ça a été un événement un peu en demi-teinte parce que on n'avait pas le nombre de visiteurs escomptés, mais c'était une très très bonne expérience. J'ai adoré la partager avec une créatrice qui est mon acolyte, avec qui je travaille beaucoup, enfin avec qui j'échange beaucoup aussi. Et on avait un stand toutes les deux, et en fait on avait des voisins qui étaient super. Donc on a rigolé, quoi, ces 2 jours, et on a passé 2 jours de fun, vraiment de fun. J'ai eu de très bons retours clients aussi. En fait, ça permet de voir ses clients, ça permet d'en connaître d'autres aussi, de se faire connaître, hein, c'est une carte de visite. Hein. Et donc je reparticipe à cet événement-là à Noël. Hein, du coup, ce week-end, le 4 et 5. Donc là, je suis un peu dans le rush ultime, le sprint final avant l'événement. Mais j'adore, en fait. Il y a des fois où on passe effectivement la journée dehors ou dans le froid, parce que les événements en hiver, c'est pas toujours très fun et très chaud. Mais c'est toujours des journées très constructives, même si elles ne se passent pas comme ce qu'on avait prévu, quoi. Bien sûr. Puis c'est une manière de rencontrer tes clients aussi, je pense. Oui, c'est ça, d'échanger, d'avoir d'autres sources d'inspiration aussi, parce que on voit ce que les clientes regardent, ce qu'elles aiment bien, ce qu'elles portent aussi, et du coup, on trouve aussi un petit peu de sources d'inspiration là-dedans. Et donc, tu fais un peu de couture aussi, c'est ça ? Oui, alors je me suis lancée comme, je pense, 60% de la population féminine française. Je me suis lancée pendant le Covid. J'avais chez ma maman qui a sorti sa machine à coudre pendant tout le Covid. Je vois bien de quoi. Ça. Et en fait, j'en avais une qu'une amie m'a donnée, que j'avais jamais utilisée. À chaque fois, je me disais, mais si, je vais faire. Puis en fait, non, on fait jamais. Ouais, bien sûr. Et donc là, pendant le Covid, je me suis dit, essaye, fais-toi plaisir. Et puis je voyais ma maman faire des trucs hyper sophistiqués. Des fois, j'étais là, waouh, trop beau. En fait, on peut faire ça aussi, ok. Et en me lançant là-dedans, alors j'ai commencé par du basique, hein, le chouchou, c'est-à-dire c'est un rectangle de tissu qu'on coud et on met un élastique. Et ça m'a rappelé de doux souvenirs d'enfance, parce que notre maman nous en achetait pas mal, et donc on en a mis une bonne partie de notre enfance. Et puis ça revenait à la mode, donc je me suis dit autant te lancer, hein, écoute, fais-en. Et puis étonnamment, quand je fais des marchés, ça part aussi pas mal. C'est le petit cadeau, le petit truc fun. Qui va avec, Donc moi je me fais plaisir, je fais autre chose, ça permet de diversifier aussi, parce que des fois toujours faire la même chose, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours inspirant aussi. Puis il y a des fois où c'est comme un journaliste, on a un peu le syndrome de la page blanche en se disant je sais pas de quoi je vais parler. C'est ça. Et là je sais pas ce que je vais faire, j'ai un tas de trucs, je pourrais en faire plein de choses, mais je sais pas quoi en faire. Et donc ça permet de faire des pauses tout en travaillant. Finalement c'est pas vraiment de la pause, mais de faire autre chose et de laisser un peu son cerveau au repos, et pouvoir mieux redémarrer après, quoi. Tout à fait. Voilà. Bon, et donc dès le départ, ta volonté c'était d'avoir un projet qui soit responsable, ou c'est quelque chose qui est arrivé quand tu l'as réfléchi ou après ? Non, c'est quelque chose qui a toujours été là, qui a mis un peu plus de temps à se mettre en place quand même. Globalement. L'idée était là. Après, c'est comme toute idée, il faut pouvoir la mettre en pratique. Donc l'idée de base était là, et en fait c'est venu petit à petit.
c'est venu aussi beaucoup en rencontrant les partenaires, enfin les fournisseurs, du coup, de pouvoir aller en rencontrer, de parler avec eux. Puis eux se disent, moi, j'ai pas telle chose, je vois bien que tu as envie de ça, mais moi, je l'ai pas. Écoute, je vais te donner l'adresse d'un confrère, va le voir de ma part. Et puis, en fait, c'est comme ça que, de fil en aiguille, c'est venu, en fait, sur le tapis. Même si c'était déjà bien présent au début parce que ça fait aussi partie de mes valeurs personnelles. Donc, j'essaye d'appliquer au maximum les valeurs personnelles sur le boulot. Bien sûr. Mais dans l'idée, au tout début, c'était un peu moins important qu'aujourd'hui. Ouais, ça évolue avec le temps. C'est ça. Avec le temps, les possibilités et les possibilités financières aussi. Parce que quand on se lance tout au début, il y a un investissement qui est vraiment conséquent et qui est parfois compliqué à gérer. C'est clair. Et ça n'a pas été trop difficile de trouver justement des collaborateurs et des fournisseurs qui soient dans les mêmes types de valeurs et d'éthique? Compliqué, non. Endurant, oui. Oui, c'était plus long que... C'est ça, c'était plus long. En fait, c'est des gens qui travaillent avec peu de personnes, qui travaillent avec peu de personnes, mais en grande... je sais pas trop comment expliquer. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup avec eux, mais ils sont pas toujours disponibles. Oui, bien sûr. Donc, il y a des fois où finalement, c'est aussi énormément d'énergie. Et puis, il faut pouvoir être sûr, en fait, que le projet aboutisse vraiment. Donc, des fois, il faut aller un peu fouiner pour être sûr que, justement, ce gémologue, celui qui fournit les pierres, travaille vraiment bien avec des mines responsables. Parce que c'est pas forcément des choses qui sont réellement encadrées par la loi. Donc, et puis comme chaque pays, en plus de ça, sa législation, une mine aux États-Unis n'aura pas la même qu'une mine au Canada, n'aura pas la même législation que la mine en Australie, donc, ou même chez nous, on a des mines de pierre. Et donc, en fait, c'est pas toujours encadré de la même façon, donc il faut pouvoir être sûr que celui qui est aux États-Unis travaille de la même façon aura le même impact environnemental que celui qui travaille en France, que celui qui travaille aux États-Unis, j'ai déjà dit, en Australie, etc., etc. Donc, des fois... c'est un peu comme les enfants, il faut savoir respirer un grand coup, se dire ça va aller, puis si c'est pas avec lui ce sera avec un autre, mais on se dit toujours faut recommencer, faut retrouver le partenaire, faut rétablir la relation de confiance, et c'est cette relation de confiance qui ouvre aussi énormément de portes dans la création, quoi. Bien sûr. Et mis à part cette entre guillemets difficulté là, quelles sont les difficultés que toi, tu as pu rencontrer en lançant le projet ? Alors, les difficultés, je dirais principalement au début l'équilibre professionnel et personnel. C'est-à-dire qu'on a en France cette vision de l'entrepreneuriat qui est assez bancale et aléatoire. On ne prend pas vraiment en compte le fait que travailler de chez soi, c'est un travail. Et honnêtement, au début, je pétais un câble. Mais vraiment, c'était ce côté ah bah oui, mais comme t'es chez toi, tu peux faire ça. Ah bah oui, mais machin. Et en fait, au début, notamment, je ne comptais pas mon temps de travail. Bien sûr. Parce que j'avais pas l'impression d'avoir été au bureau, quoi. Je comptais pas le moment où je me mettais vraiment derrière mon établi et le moment où j'en sortais, quoi. Bien sûr. Donc, le juste milieu a été compliqué. À trouver ça a été vraiment compliqué. L'aspect financier aussi, parce qu'on n'a pas un système économique et social qui est fait pour l'entrepreneuriat. Il y en a beaucoup qui nous disent mais si aujourd'hui en France on peut entreprendre. Ah oui, ça on peut, il n'y a pas de problème, on peut se lancer, on peut. Tout ce qui est suivi, on l'a pas, quoi. Ouais, bien sûr. On a une très mauvaise mutuelle, on a de très mauvaises cotisations à la retraite, on a très peu d'aide. Et on avait notamment notre cher président qui lançait ses pétards en disant oui, lancez-vous, on va soutenir le Made in France, on va soutenir tout ça. Et finalement, on s'est retrouvé avec 3 ans d'aide à la création d'entreprises qui sont passés à 2 et des cotisations qui sont passées de 11 à 22%. Donc c'est énorme, on se fait tabasser de cotisations, on n'imagine pas, mais quand on fait le décompte à la fin du mois, ça pique un peu. Oui. Très légèrement, c'est des fois ça... Ouais. Mais voilà, les grosses difficultés ont été de se dire oui, je travaille vraiment, je prends ma place et je l'assume. Ouais, je fais un boulot comme les autres, sauf que j'ai la chance de pouvoir travailler de chez moi. Donc effectivement, il y a des jours, si j'ai pas envie de bosser, je bosse pas. Mais j'ai pas bossé.
Donc le lendemain, faut que je bosse 2 fois plus. Et ça, il y en a beaucoup qui ont du mal à le comprendre et on n'est pas toujours légitime face à beaucoup de choses. Ce qui est dommage parce que ça crée un autre emploi, une autre vision du travail qui est tout à fait compatible avec tout ce qui se passe autour de nous. Donc ça a été, je pense, le plus dur. Et se persuader soi-même que ce qu'on fait est vraiment chouette. On a ce syndrome de l'imposteur qui est parfois... C'est pas la première à l'évoquer à ce micro. Oui, je pense que c'est le gros point noir de l'entrepreneuriat. Ouais, Avant sûr. de se dire qu'on passe effectivement de l'ombre à la lumière, il y a un long cheminement. C'est clair. Mais voilà, c'est les 2 grosses difficultés que j'ai eues, l'aspect professionnel et l'aspect justement financier, où finalement on se retrouve des fois avec des tas de charges et de chiffres où on se dit mais punaise, j'avais pas prévu ça du tout. Bien sûr. Voilà, c'est parfois surprenant à la fin du mois, on se dit c'est un super mois, et on a notamment l'URSSAF qui dit au fait paye tes cotisations, et non, finalement c'était pas un bon mois du tout, la moitié s'en va. Très bien. C'est aléatoire. C'est quelque chose qu'on nous explique pas avant de se lancer non plus. Pas du tout. Honnêtement, j'avais pas prévu du tout l'URSSAF. Là, c'était l'URSSAF, l'INPI, la cotisation foncière des entreprises, tous ces trucs-là. C'est quand la liste est trop longue. Oui, c'est ça. On devrait être mieux accompagnés. C'est ce qui manque aujourd'hui, je trouve, en France, l'accompagnement réel des entrepreneurs, quoi. Pas forcément des créateurs, mais des entrepreneurs de manière générale. Ça, on l'a pas du tout, quoi. Tu veux te lancer, lance-toi. Alors après, démerde-toi. C'est clair. Je me permets de l'évoquer parce qu'on en avait discuté au téléphone avant de se voir aujourd'hui. Mais comment la crise sanitaire elle a affecté ton travail et ce projet-là ? La crise sanitaire, ça a été compliqué sur l'impact vraiment global du projet. C'est-à-dire que quand on se lance à notre compte, on se débrouille tout seul de A à Z. On peut effectivement trouver un chargé de com, un web designer, mais tout ça, c'est des frais qu'on n'a pas forcément. Donc, ça veut dire engendrer des prêts, ce genre de choses que je ne voulais pas faire parce que je voulais me dire que ce projet n'était pas un fil à la patte. Ça reste un projet, c'est cool, je le fais. Mais si demain, ça doit s'arrêter, je veux que ça s'arrête tranquillement, quoi. Je ne veux pas me mettre la rate au courbouillon en me disant j'ai un prêt à rembourser, je peux pas arrêter comme ça. En fait, j'ai investi dans tel matériel, mais demain, si je continue pas, qu'est-ce que je vais en faire ? Donc, il y a des tas de choses où finalement, on se lance un peu à l'aveugle dans ce genre de projet parfois. Et j'avais pas du tout prévu la crise sanitaire parce que je me suis lancée en janvier 2020. Ah oui, donc... Ouais. Et 3 mois après, enfin même pas 1 mois et demi après, on était confinés, quoi. Donc je me suis dit, ok. Et très paradoxalement, j'ai eu beaucoup de soutien de mon cercle proche, je dirais, tu vois, la première boucle et la seconde boucle, c'est-à-dire mes amis et les amis d'amis, qui ont tous un peu soutenu le Made in France, le local, enfin, voilà, toute cette super vague de solidarité qu'on a eue dès le début du confinement. Et finalement, ça m'a aidée énormément à me lancer. Ouais, bien sûr. J'ai eu une première année, je pensais pas faire un chiffre d'affaires comme ce que j'ai fait, quoi. Ouais. Je me suis dit, mais en fait, je voyais de mois en mois, ça augmentait. Et sur le coup, je me suis dit, génial, quoi. Enfin, finalement, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Bien sûr. Mais, donc, ça a bien aidé. Ça m'a aussi laissé le temps d'être chez moi et de faire mûrir le projet. Bien sûr. Le fait de pouvoir être chez soi et que chez soi, pour le coup, on travaille autrement, on met en place des choses, ça permettait d'avoir des interactions. Par contre, là, cette année, j'ai pris un peu le retour de vague, comme on dit. Quoi. Il n'y a pas eu d'événements, il n'y a pas eu les boutiques ont fermé, certaines boutiques ont fermé. Je travaillais avec une boutique en région nantaise qui, elle a fermé quoi, complètement, qui a mis la clé sous la porte. Et en fait, tout ça, ça impacte énormément le chiffre d'affaires. Et là, cette année, je trouve qu'on est quand même bien morose sur la situation ambiante. Et nous, créateurs ou artisans, on le paye. Bien sûr. Là, je comprends en plus.
Et moi, la première, mais on arrive sur la période de Noël, on fait attention à nos dépenses. Bien sûr. Le Made in France, il passe pas avant. Bah, c'est On clair. veut soutenir, Malheureusement. mais financièrement, on ne suivra pas, quoi. C'est tout à un fait. un autre soutien, donc ça permet quand même de continuer à faire vivre le projet. Mais sur la globalité de la chose, on arrive sur effectivement on arrive au pied du mur, quoi. On se dit, qu'est-ce que je vais faire ? Comment je peux réussir à grimper le mur, à passer de l'autre côté ? Il y a, je pense, dans toute entreprise, un moment où on arrive effectivement à ce point-là, mais je ne pense pas arriver si tôt à ce point-là, quoi. Bah, bien sûr. Donc, le Covid a été Oui, c'est vrai. à double tranchant. Autant pour le lancement, ça a été génial. Autant là, cette année, ça vit. Hein. Honnêtement, j'ai pas à me plaindre. Je ne ferme pas mon entreprise. Elle vit tranquillement, mais elle vit tranquillement. C'est-à-dire que moi, j'ai pas passé la seconde, quoi. Comme j'aurais voulu passer la seconde. Oui, bien sûr. Je suis assez impatiente et challengeuse. Alors là, ma patience s'est mise à rude épreuve, quand même. C'est ça. Après, c'est pas pour ça que ça démarrera pas juste après. Non. Et puis, Noël n'est pas passé. Hein. Ça se trouve, je me trompe peut-être. Bien sûr. Et on va y arriver. Mais là, par exemple, c'est vrai que sur le mois de novembre, je regarde avec mon année, enfin mon N-1. J'ai pas du tout le même chiffre d'affaires. Ouais, bien sûr. Donc, c'est pas mal. Mais j'ai pas à me plaindre. Honnêtement, j'ai pas à me plaindre. Mais ça s'est pas passé comme je le visualisais. On va dire ça comme ça. Ouais, bien sûr. Et quels sont les conseils que tu donnerais aujourd'hui à des entrepreneurs qui voudraient se lancer ? Lancez-vous. Kiffez, lancez-vous. Franchement, c'est très constructif comme expérience. Ça aide aussi à se connaître soi-même. On voit ses limites très rapidement. On voit aussi les barrières qu'on se fixe, les pensées limitantes, ce genre de trucs, où des fois on se dit, mais en fait... Non, mais remplacez le « oui, mais » par « oui, et ». Je vais me lancer, mais du coup, j'ai peur. Oui, tu vas te lancer et finalement, tu vas voir que ça va aller. Enfin, c'est des tas de choses où on se cantonne à cette vision trop parfaite de ce que doit être notre vie. On se cantonne trop au regard des autres et au dire des autres. Et on fait trop attention à ça. Aujourd'hui, si vous avez envie de faire un truc, lancez-vous. Dans le pire des cas, qu'est-ce que vous avez perdu ? Un petit peu d'argent parce que vous avez mis une mise de base et un petit peu de temps. Et c'est finalement, c'est tout. Alors que moi, je me dis aujourd'hui, j'ai rencontré des gens fantastiques. Je vis une expérience professionnelle que j'aurais jamais pensé avoir. Je pensais comme tout le monde que j'allais sortir de mes études, trouver un CDI, rester dans mon CDI un bon petit moment et puis attendre que ça se passe, quoi. Et en fait, non, pas du tout. Là, aujourd'hui, j'en suis à me dire, vis ta vie comme tu as envie de la vivre. Vis ton expérience professionnelle comme tu as envie de la vivre. Construis ton truc comme tu as envie de le faire. Donc, il faut le faire. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Profitez des 2 ans d'aide à la création d'entreprise. Voyez ce que ça peut donner. Vous endormez pas sur vos lauriers parce que l'aide s'arrête au bout d'un moment. Mais faites. C'est la seule chose que je pourrais dire aux gens. Vous avez envie de faire, faites. C'est tout. Bon, je fais rien rajouter parce que je trouve que c'est amplement suffisant. Et quelle est la suite concrète de Fil en Pampi aujourd'hui pour toi ? Concrètement, continuer sur la lancée. On va espérer que ça continue comme ça. Monter d'autres projets avec une autre envergure. Faire cette formation, justement, que j'ai envie de faire depuis un moment. Et donner une autre dimension au projet, c'est-à-dire sortir un peu mon projet du placard et me dire je suis peut-être pas une multinationale, je suis peut-être pas une super start-up française non plus, mais je suis capable de proposer quelque chose et je vais le faire avec une autre dimension. Donc arrêtez d'avoir peur finalement de tout, parce que voilà, je peux peut-être avoir l'air un peu vaillante et sûre de moi sur le coup, mais je suis comme tout le monde, c'est-à-dire que quand je lance un pétard, j'ai toujours un peu peur qu'il me pète à la figure. Mais c'est ne pas avoir peur de se lancer. Enfin, j'ai vu ce que ça donnait. C'est comme un déménagement. Une fois qu'on en a fait un, on sait qu'on peut faire 15 déménagements, même au bout du monde. On fait ses cartons, on va les poser ailleurs. Point barre. C'est pareil. C'est pareil avec de Fil en Pampi. Et est-ce que sur du plus long terme, on peut espérer voir
un jour naître une petite boutique sur Nantes ou... J'espère bien. Sur Nantes, ça me plairait bien parce que j'aime beaucoup cette ville. Mais ça peut être ailleurs aussi. Ailleurs. C'est ça, je suis pas fermée à l'idée de faire grandir de fil en pampi ailleurs, en France, à l'étranger. Qu'importe. J'ai un conjoint qui bouge pas mal avec son boulot et ça me fait pas peur. J'irai, il n'y a pas de problème. Si nos éditeurs veulent te soutenir, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver aujourd'hui ? Foncez sur Instagram. Je pense que c'est là que je suis le plus, je suis le plus mobilisée. Donc sur Instagram, @ de fil en pampi. Ouais. Sur Etsy aussi, on retrouve sur la plateforme, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à mettre la boutique dans vos favoris, ça fait toujours plaisir. C'est clair. Sur Facebook, pour ceux qui n'ont pas Instagram. Et pour ceux qui n'ont pas de réseau du tout, normalement à partir de janvier, sur le site internet, bien sûr. Mais sur les réseaux, avec grand plaisir, venez échanger, pareil, avec grand plaisir. Peut-être sur le marché de Noël, si des Nantais nous écoutent. Si des Nantais nous écoutent, oui, venez avec plaisir, bien au contraire, même si c'est juste pour échanger, un sourire, un commentaire, un petit bonjour, prendre une petite carte de visite, ça fait toujours chaud au cœur, surtout à l'arrivée de Noël. Ouais, c'est clair. Bon, et pour terminer, j'ai 2 petites choses à te demander. Si tu avais une recommandation à faire, que ce soit un petit artisan ou un projet local qui te tient à cœur, et quelqu'un que tu souhaiterais pouvoir écouter au micro de mon podcast. Alors, petit entrepreneur, j'en parlais justement, la personne à qui je fais les incontournables, qui est une personne vraiment formidable, chouette, bienveillante, et qui fait des créations absolument topissimes. C'est Mes Petites Pétines, créatrice de zéro déchet, et elle s'est lancée notamment dans tout ce qui est culottes menstruelles cette année, et qui est d'une gentillesse incroyable. Donc je pense que s'il y avait une personne qui pourrait passer derrière ce micro, je dirais Mes Petites Pétines. En projet local, je dirais la boutique d'Anatura. C'est Fanny qui se cache derrière cette boutique-là. Et pareil, Fanny est d'une bienveillance et d'une gentillesse incroyable. J'ai exposé mes bijoux dans sa boutique. Et elle, son activité se centre sur tout ce qui est justement pierre, lithothérapie. Donc c'est une petite boutique en plein centre de Nantes où vous serez toujours accueillis avec le sourire et on trouve une tonne de merveilles. Trop bien, pourquoi pas. Merci beaucoup, Aurore. Avec grand plaisir, merci à toi, Maëlle. Merci beaucoup. Et puis pour tous ceux qui nous écoutent, vous pourrez retrouver dans la description tous les liens pour retrouver Aurore et pour aller acheter ces super beaux bijoux, ou même juste aller les voir ou lui donner du soutien sur ses réseaux sociaux. Et puis aussi les liens de ce podcast pour nous soutenir et puis donner de la force aux entrepreneurs qui se lancent. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note et un commentaire pour le soutenir. Je vous invite à aller suivre mes invités sur leurs réseaux sociaux pour leur donner encore plus de visibilité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de 1001 Ambitions. Et d'ici là, n'hésitez pas à venir me suivre sur ma page Instagram où je vous donne régulièrement de petites exclus sur le podcast. Prenez soin de vous.